Voilà, donc j'ai dessiné cette barre homogène. Je précise que l'abscisse x égale à 0, ce que je vais considérer comme x égale à 0, c'est l'extrémité de gauche. X égale L, donc ici on aura numériquement L égale 3 mètres, c'est l'extrémité de droite. Je considère que, donc à l'instant 0, on maintient, avec des thermostats, on maintient à une température de 0 Celsius les deux extrémités en x égale à 0 et en x égale L. Voilà. Donc pour ce problème à une dimension, mais dans lequel on n'est pas en régime permanent, je demande bien sûr d'écrire l'équation de la diffusion de la chaleur avec un coefficient de diffusion qui est donné. Donc, je vous rappelle que les coefficients de diffusion, ils ont la même unité qu'il s'agisse de diffusion de particules ou de diffusion thermique. C'est des longueurs au carré divisées par un temps. Donc ici, en unité SI, 2 mètres carrés par seconde. Alors, pour résoudre complètement le problème, il faudra résoudre déjà l'équation de diffusion et ensuite tenir compte à la fois des conditions limites, c'est-à-dire l'imposition de la température 0 degré Celsius à gauche et à droite, et en plus, il faudra connaître les conditions initiales, il faudra respecter les conditions initiales qui sont une certaine distribution de la température le long de la barre. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, initialement, le problème que s'était posé Fourier, c'est j'ai une barre homogène de température uniforme et j'impose à un instant donné une température différente sur les extrémités. Alors, avant de résoudre ce problème-là, qui nécessite l'introduction des séries de Fourier qui n'existaient pas encore à l'époque de Fourier, puisque justement c'est lui qui les a inventés pour résoudre cet exercice. Donc, avant de faire ce problème-là, on commence par un problème qui a l'air plus compliqué en apparence, puis on verra qu'il est plus simple. On va supposer qu'à l'instant initial, on a une distribution de température dans la barre qui est sinusoïdale. Donc c'est l'expression là qui est donnée dans l'énoncé. On a une superposition de 3 sinusoïdes. Voilà, donc ils s'écrivent une première sinusoïde d'amplitude 5, pulsation 4π, etc. Voilà. Donc pour l'énoncé, est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair déjà dans ce qu'il faut faire? Voilà. Bon, alors. Bon, alors Camille, par exemple, est-ce que vous pouvez me dire, vous pouvez me rappeler ce que c'est que l'équation de diffusion de la chaleur? Camille, est-ce que vous m'entendez? Vous avez dit Camille? Camille. Bonjour. Oui, bonjour. C'est la dérivée de la température par rapport au temps. Oui. C'est la dérivée partielle de la température par rapport à x. Enfin, oui. La dérivée seconde de la température. Oui. Et c'est tout? C'est ça, vous pensez? Non, 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 il y a autre chose. Il y a plus. Alors, avant le plus, bah, il y a un coefficient devant qui est le coefficient de diffusion. Alors, je vous rappelle que ça, c'est la même équation d'ailleurs pour la diffusion de la chaleur et pour la diffusion de particules. Dans les deux cas, il y a un coefficient de diffusion et l'équation s'écrit de la même façon. Soit on a T au numérateur, soit on a N au numérateur, densité volumique de particules. Et éventuellement, dans les deux cas, il peut y avoir un terme source. Est-ce que ici, d'après l'énoncé, est-ce qu'il y a un terme source? Non. Ben non, effectivement, parce qu'on ne vous dit pas dans l'énoncé qu'on produit localement à l'intérieur du matériau, à l'intérieur de la barre. On n'est pas en train de produire de la chaleur. La barre est isolée latéralement. Il peut y avoir juste de la chaleur qui rentre ou qui sort par les faces de gauche et de droite, mais dans le volume même du matériau, on n'est pas en train de produire de la chaleur. Donc voilà, il faut résoudre cette équation. Oui, pardon? Chaleur, s'il y a une source,
c'est quoi déjà? Le terme source, je l'avais appelé sigma, la densité volumique de puissance calorifique apportée. Et dans ce cas, il aurait fallu mettre plus sigma sur rho c. Ouais, ok. Voilà. Donc il faudra, bon là, c'est pas, vous n'avez pas encore mémorisé tout ça, il faudra au moins connaître par cœur l'équation de diffusion de la chaleur, au moins sans le terme source. Et puis après, enfin, je pense que voilà, vous n'allez pas, je vais pas forcément vous demander la démonstration de la formule, je peux. Hein, en demandant quelques étapes dans un DS, je peux très bien vous demander d'établir l'équation de diffusion de la chaleur à partir de l'équation de Fourier, en faisant un bilan d'énergie, comme je l'ai fait dans le cours. Hein. Ça peut être un petit bout du DS, hein. Je mets toujours un petit peu de cours aussi. Mais il ne faut pas non plus avoir à chaque fois à redémontrer cette formule, parce que sinon vous perdez du temps. Je peux très bien demander, rappeler l'équation de diffusion de la chaleur. Bon, voilà, il faut savoir que ça s'écrit comme ça, et ce n'est pas très différent de l'équation de diffusion des particules. Bon. Alors, une fois qu'on a fait ça, donc ça mathématiquement, c'est une équation aux dérivées partielles. Et pour l'instant, on a réussi à résoudre ça assez facilement parce que le premier terme, il était tout le temps nul dans les exercices qu'on a fait jusque-là. Il n'y avait pas de dérivée partielle par rapport au temps. Parce que régime stationnaire, ça veut dire que en tout point de l'espace, la température ne dépend pas du temps. Donc là, petite difficulté supplémentaire. Alors, si je demande à Hugo, par exemple, de continuer, on va poser T, alors comme le donne l'exercice, on pose que la température est un produit d'une fonction de l'espace et d'une fonction du temps. On n'a pas forcément une solution comme ça, hein. On cherche, on va vérifier si il existe une solution de cette équation dérivée partielle qui s'écrit comme ça à variables séparées. Donc, Hugo, Hmm. qu'est-ce que ça donnerait dans l'équation différentielle? Ah oui, du coup, pour la dérivée, ça ferait f de x dérivée de g Oui, égale d fois dérivée seconde de f fois g. voilà, c'est ça. Donc, vous dites hein, s'il y a un truc pas clair là-dedans? Bon. Alors, Cyrielle, alors qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? À quoi ça sert en fait de décomposer la température en deux parties, une qui dépend seulement de x et l'autre qui dépend seulement de t? En quoi est-ce que ce qu'on vient de faire, ça permet de résoudre l'équation aux dérivées partielles? On peut peut-être arriver sur une équation différentielle, mais je ne sais pas trop Oui. comment pour l'instant. Alors, donc, en fait, une équation dérivée partielle, c'est la différence avec une équation différentielle, c'est qu'il y a deux variables. Et donc là, on est en train, l'idée, c'est de séparer les deux variables. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est à partir de cette équation qu'on vient d'écrire avec f et g, il faudrait regrouper ensemble tout ce qui dépend du temps et regrouper ensemble tout ce qui dépend de l'espace. Comment on fait à partir de l'équation qu'on a sous les yeux? On divise par g de t et Voilà. par f de x. OK, alors qu'est-ce que ça donne? G' de t sur gt Voilà. égale d fois f seconde de x sur f de x. Voilà, c'est ça. Donc maintenant, on a sur la gauche, on a quelque chose qui ne dépend que du temps. Hein, donc je vais le souligner. Ce qui est à gauche, c'est une fonction seulement du temps, alors que tout ce qui est à droite, bon, d c'est une constante, ça dépend seulement de x. Voilà, on dit que comme ça, on a séparé les variables. Bon, et avec ça, Isara, qu'est-ce qu'on peut en déduire? On peut dire que G' de t est égal à A G de t. C'est une équation différentielle pour résoudre. Alors pourquoi c'est égal à A? Et qu'est-ce que vous voulez dire par A? C'est une constante. Toute cette égalité-là est égale à une constante. Oui, et comment est-ce qu'on sait que c'est une constante? Hum, Alors c'est vrai que c'est ça, mais bon, pour le justifier. Je sais pas.
Bon, alors, je sais pas qui... Allez, Clotilde, vous sauriez le justifier, ça? Je réfléchis. Ne cherchez pas un truc compliqué, hein. C'est juste en regardant la dernière ligne là, qu'on a écrite. Pourquoi est-ce qu'on peut être sûr que les deux membres de l'équation sont en fait des constantes? Ben, Alors, on va le dire autrement. Le terme G' de t sur G de t, il ne dépend que de t, donc il ne dépend pas de... il dépend pas de x, Voilà. Et le terme de droite, il ne dépend pas de... il dépend pas de t. Voilà. Donc, vous avez une égalité entre deux quantités, l'une qui ne dépend pas de x, l'autre qui ne dépend pas de t. Donc, en fait, l'ensemble ne dépend ni de Pas ni x, de x ni de t. ni de t. Voilà, voilà pourquoi c'est constant. Alors, juste encore une question, du coup, Clotilde, est-ce que, bon, est-ce que vous pourriez résoudre l'équation différentielle, puisqu'on vient de dire G' de t sur G, c'est A, c'est une constante. Quelle est la solution de cette équation différentielle, G' de t sur G égale A de t? Alors, j'écris G' de t égale A fois G de t. Bon, ce qu'on a écrit, ça doit être valable au moins aux instants où G est différent de 0 et au moins aux instants où f de x et au moins aux endroits où f de x est différent de 0. Alors, Ce sera de la allez-y. forme a exponentielle moins t sur taux. Enfin, du coup, on met pas a parce qu'on l'a déjà pris, Oui, il mais y a déjà un A. du coup, b Oui. exponentielle moins a t. Alors, je vous laisse relire. C'est pas tout à fait ça. Pourquoi vérifier? Si vous dérivez exponentielle moins AT, qu'est-ce que ça fait? Ah oui, ça fait un moins a, du coup, Oui. on enlève le moins. Voilà, c'est plus AT. Voilà. Bon, ok. Et Justine, qu'est-ce qu'on peut dire du signe de A? Du point de vue physique, qu'est-ce qu'on peut en dire? Parce qu'en maths, bien sûr, il n'y a pas de problème, hein, c'est solution. Mais si on se rappelle qu'on est en physique et que ce G intervient dans l'expression de la température, qu'est-ce qui peut se passer si A n'a pas le bon signe? Si A est positif, ça fait que G, il augmente. Oui, il augmente, mais alors bon, ça, c'est pas en soi, c'est pas un problème qu'il augmente, mais qu'est-ce qui peut se passer de plus grave, disons? Bah, comme il y a une exponentielle, Disons, quand t tend vers l'infini, bah, G de t, il tend vers l'infini aussi. voilà, c'est ça qui est embêtant. C'est que G de t tende vers l'infini. Ce n'est pas le problème qu'il augmente, hein. G, a priori, pourrait localement augmenter, au moins pendant un certain temps, mais là, ça augmente indéfiniment et exponentiellement. Donc, bon, ça serait intéressant physiquement. Vous prenez une barre à température ambiante, vous la plongez dans des bacs de eau glace, hein, parce que c'est 0 degré Celsius, et vous obtenez à un certain point une température qui tend exponentiellement vers l'infini. Alors là, on n'aurait plus de problème de source d'énergie, il n'y aurait plus besoin de centrale nucléaire, hein, si c'était possible. Donc voilà, faut pas oublier, il faut revenir de temps en temps à la physique. Quand vous avez votre solution mathématique, le fait d'éliminer les divergences, ça vous donne des renseignements sur les constantes qui apparaissent, hein. Donc, il ne faut pas oublier ça. Alors, comme A est négatif, hein, donc je mets impossible. Impossible puisque ce G intervient dans la température, hein. Ça voudrait dire que partout où la fonction f est différente de 0, t tendrait vers l'infini. Voilà. Donc, impossible, divergence de la température. Donc, ça veut dire que A est négatif. Et pour la suite, on va, bon, alors je vais le faire, on va voir ensuite. Pour l'instant, je dis A est négatif, OK. Et donc, il faut maintenant résoudre la deuxième partie de ce système de deux équations différentielles. Et donc, c'est f seconde sur f. F seconde, bon, alors je vais multiplier par f à gauche et à droite, ça fait f seconde est égal à A sur D fois f de x, avec un A qui est négatif.
Donc A sur D est positif, le coefficient de diffusion est toujours positif, donc A sur D étant négatif, j'ai toujours le droit de le poser, je vais l'écrire moins K au carré fois f de x, vous allez voir tout de suite pourquoi j'écris moins K au carré, mais donc c'est juste, pour moi, pour l'instant, c'est juste une définition, j'ai juste posé que le terme A sur D, qui est négatif, je l'ai écrit moins K au carré. Donc voilà une autre équation différentielle. Et alors, mettons, Clémence, quel est le, ou quelles sont les solutions d'une telle équation différentielle? C'est des solutions sous la forme A cos kx plus B sin kx. Voilà. Enfin, A avec A et... Oui, c'est ça. A cos kx plus B sin kx, exactement. Voilà. Avec A et B qui sont des constantes. Hein. Alors, bon, c'est bien. Ce matin, j'ai posé la question à plusieurs élèves d'affilée et bon, il y en a qui avaient du mal à retrouver ça. Donc, je le dis pour tout le monde. Hein. Là, Clémence, elle sait, elle maîtrise des équations différentielles, ok. Mais il faut vraiment, il faut revoir. Pour, ne serait-ce que pour ce DS là sur la diffusion, il y a des équations différentielles dedans. Donc, c'est même des équations dérivées partielles, mais on se ramène souvent à des équations différentielles. On en a déjà fait quelques-unes. Il faut savoir résoudre sans problème, sans y passer un quart d'heure, n'importe quelle équation différentielle linéaire homogène avec des coefficients constants. Après, pour les cas plus compliqués, évidemment, j'aiderai, mais au moins ces cas-là, il faut les savoir. Est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on a écrit jusque-là? Est-ce que K, c'est la valeur absolue de A sur D ou c'est juste A sur D? J'ai posé que moins K au carré, c'était A sur D, parce qu'en fait, D est positif, A est négatif. Donc A sur D est négatif. D'accord, Et oui, mais c'est pour voilà. ça, du coup, oui. Parce que du Donc, coup, après, si vous voulez, je l'écris en dessous, si vous voulez, j'écris la définition. Pour moi, K au carré, c'est par définition, c'est moins A sur D. Voilà. Je l'ai posé simplement pour que ce soit plus facile de résoudre la suite. ok, d'accord. Voilà. Et donc, n'hésitez pas, quand vous êtes en devoir, à introduire des noms pour simplifier. Il ne faut pas forcément attendre de l'énoncé toutes les notations. Parce que moi j'aimerais bien le faire, mais si je donne toutes les notations, je donne en même temps un petit peu des fois la solution. Donc j'essaie de vous laisser un petit peu l'initiative des fois. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions là sur ces équations qu'on a écrites jusque-là? Bon alors, du coup, on a les deux parties. Alors, pour l'instant, on a eu un argument physique, c'est-à-dire qu'on a utilisé le fait que la température ne divergeait pas dans la barre, ça n'a pas de sens physique, mais on a encore une solution mathématique qui ne respecte ni les conditions aux limites, la température est imposée à gauche et à droite de la barre, ni la condition initiale. Hein. Donc, il faut toujours revenir à ça, il ne faut pas s'arrêter à une expression générale mathématique. En tout cas, pour l'instant, donc, je vais l'écrire, cette solution, je regroupe les f et g. Donc, une solution mathématique de l'équation de la chaleur, hein, de l'équation de diffusion thermique une solution mathématique de l'équation de diffusion s'écrit donc comme ça. Donc je regroupe, voilà, je vous rappelle que T c'est le produit de F et de G, donc en tout X et à tout instant T, j'ai qu'est-ce qu'on avait dit? C'est donc B exponentielle à T. Alors le A c'est moins D fois K au carré. Voilà. D K au carré c'est A. Et multiplié par F qui s'écrit donc A cos kx plus B sin kx. Voilà. Alors c'est une solution, je n'ai pas dit que c'était la seule. Et en plus, on n'a pas vérifié pour l'instant les conditions limites. Voilà. Alors,
À ce stade-là, pour les notations, on peut encore un petit peu simplifier parce qu'on a une constante b qui reste à déterminer, et puis on a des constantes petit a et petit b qui restent à déterminer aussi. Mais en fait, si on développe le b, hein, si on effectue la multiplication, on aura deux facteurs. Hein. Si on rentre le b, si vous voulez, dans la parenthèse, on aura grand B A cos kx plus grand B petit b sin kx. Bon. Et grand BA, c'est encore une autre constante. Alors, je suis obligé de changer de notation, mais ça simplifie. Je vais écrire cette même solution. Hein, je ne change juste que la notation. C'est moins d k2t, facteur de donc petit a fois grand B, je vais l'appeler alpha, alpha cos kx, et petit b fois grand B, je l'appelle bêta, donc bêta sinus kx. Voilà. Donc ici, pour passer de l'un à l'autre, on a posé que alpha, c'était petit a fois grand B, et bêta égale petit b fois grand B. Donc encore une fois, n'oubliez pas de simplifier au maximum. Quand vous voyez qu'on peut simplifier les notations, bah, vous posez des nouvelles lettres, et voilà. Du moment que vous définissez les choses, c'est bon. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Bon, donc ça, c'est juste une solution mathématique. Alors maintenant, il faut qu'on respecte les conditions aux limites. Donc j'y vais. Donc je rappelle, il y a deux types de conditions à respecter. Il y a les conditions limites et puis il y a les conditions initiales. Alors, conditions limites. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on a vu dans le chapitre sur les ondes mécaniques. Hein. C'est pas la même équation de base, hein, évidemment, mais on avait aussi des conditions limites qu'il fallait respecter. On commençait par trouver une équation, une solution mathématique d'une équation aux dérivées partielles. On a utilisé, quand j'ai parlé d'ailleurs, quand j'ai fait le paragraphe sur les ondes stationnaires, j'ai utilisé cette même méthode de séparation des variables et la même astuce, si on veut, pour ramener une équation aux dérivées partielles à deux équations différentielles linéaires. Donc voilà, les conditions limites, j'écris que à gauche, à l'abscisse t égale à 0, la température vaut 0, 0 Celsius, quel que soit T. Voilà. Alors, je vais compter les températures en Celsius, hein, parce que je ne vais pas m'embêter avec le décalage de 273. Là, il n'y a pas de division de température, donc il n'y a pas de problème. Et donc, il suffit de rentrer ça dans l'équation qui est au-dessus. Alors, Candice, qu'est-ce que ça donne? Quand on fait x égale à 0, ça se simplifie comment l'expression qui est au-dessus? Du coup, ça donne donc t de 0, t égale exponentielle moins d k carré t, facteur de alpha. Bah, alpha en fait, sinon ça fait 0. Voilà, il reste que le alpha. Et ça doit valoir 0. Hein, donc, on compte en Celsius. Donc, si on compte tout en Celsius, que doit valoir alpha? 0 degré, parce que exponentielle, c'est jamais... Voilà, ça doit valoir 0. Hein, donc, on en déduit. Alpha est égal à 0. Voilà. Donc, ça simplifie déjà, bien sûr, l'expression. Hein, il nous reste donc juste la température. C'est une certaine constante bêta que je mets devant, fois l'exponentielle. Hein, donc on voit que la solution, elle diminue, l'écart à l'équilibre diminue exponentiellement dans le temps. Et puis, c'est un terme sinusoïdal. Voilà pour la première condition limite. Et puis, la deuxième condition limite, c'est ce qui se passe en x égale grand L. On doit aussi avoir une température, la température imposée, 0. Alors, Amandine, qu'est-ce que ça donne? Ça donne exponentielle moins d k carré et après on met t. Ok. Oui. Mais en fait,
J'ai une question. Le T, on l'utilise jamais? Enfin, je sais pas comment. En fait, ce qu'on écrit là, ça doit être valable. Ces conditions aux limites, à gauche et à droite, elles sont valables à tout instant T. On doit avoir une température de 0 parce qu'on met, d'après l'énoncé, les extrémités de la barre, on les plonge à partir de l'instant T égale à 0. On plonge les extrémités dans un mélange eau-glace indéfiniment. Donc, ça doit être valable quel que soit T là. D'accord. Du coup, ça fait bêta sinus KL. Voilà. Sinus de KL. Voilà. Ça doit être égal à 0. C'est ça. Bon, et bon, toujours Amandine, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Juste de cette dernière égalité. Je crois que j'ai pas tout entendu ce que vous avez dit. Qu'est-ce qu'on peut déduire de cette dernière égalité? Est-ce qu'il est possible que bêta soit nul? Non. Alors pourquoi c'est pas possible? Parce que sinon, c'est inutile. On aura alpha qui est égal à 0 et bêta qui est égal à 0. Et pourquoi c'est pas possible? Parce que la température, elle n'est pas tout le temps égale à 0. Voilà, la Enfin, température de la barre, au départ au moins, si on regarde les conditions initiales qu'on n'a pas encore exploitées, la température de la barre, elle ne valait pas 0 au départ. Donc, bêta ne peut pas être égal à 0. Est-ce que l'exponentielle peut être égale à 0? Ben non. Non, parce qu'une exponentielle n'est jamais égale à 0. Voilà. Donc forcément, c'est sinus KL qui doit être égal à 0. Oui. Et qu'est-ce que vous en déduisez? Qu'est-ce qu'on peut en déduire? Ah bah du coup, il faut trouver la valeur de K. Parce que L, c'est forcément positif. Enfin, ça ne peut pas être égal à 0. Sinon, on l'a traité avant. Oui, ben, voilà, bien sûr. En plus, bon, on sait que L égale 3 mètres, bon, mais de toute façon, ça n'aurait aucun sens. Alors, qu'est-ce qu'on peut écrire pour K? Sinus de KL égale à 0. Ça doit... Alors, je ne vous entends plus. Enfin, KL doit être égal à Oui. 1. KL égale 1, Ouais. vous êtes sûr de ça? Est-ce que sinus de 1, ça fait 0? Oui. Non. Ah non, non, sinus de 1, ça fait pas 0, qu'on soit en degrés, en radians ou en quoi Ah que ce non, soit. non. Bah oui, non, c'est sûr. Bah, faut que ça fasse 2 pi ou 0. Alors, je vous laisse y réfléchir 10 secondes. Ouais, je crois que... Sinus x égale à 0. X égale? Bah, 0 ou 2 pi. 0 ou... Non. Alors, ce que Oui, vous avez 0. dit est vrai, 0 ou 2 pi, ça c'est vrai. Mais il y a quoi d'autre comme solution? Ah, il y a moins pi. Moins pi ou Non, plus pi. pi. Il y a tous Oui, les ouais. multiples de pi en Ah fait. oui. Donc on peut dire 0 modulo pi ou 0 plus un certain nombre entier de fois pi. Ah d'accord. Oui. Voilà. Donc on peut écrire K comme un multiple entier de pi sur L. Voilà, P entier. Ok, est-ce qu'il y a des questions sur ces deux lignes-là? Bon, alors comme on voit que il y a autant de solutions que d'entiers P, à partir de cet instant-là, on se rend compte, c'est exactement comme ce que l'on écrivait dans le chapitre sur les ondes mécaniques, on se rend compte qu'il y a plusieurs valeurs de K possibles, et donc on doit les différencier les unes des autres a priori. Donc on va écrire K indice P, la solution correspondant à l'entier P. On va poser K indice P égale P fois pi sur L. Voilà, c'est par définition. Voilà ce qu'on va poser. Et donc, on sait que pour chacune de ces valeurs, il y en a donc une infinité, pour chacune de ces valeurs de K, l'expression qu'on a écrite au-dessus est solution à la fois de l'équation différentielle, enfin de l'équation aux dérivées partielles, équation de la diffusion, et en plus, respecte les conditions aux limites à tout instant. C'est bon pour tout le monde, ça? Alors, maintenant, on va utiliser une propriété importante de l'équation de diffusion. C'est une équation qu'on appelle équation linéaire.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, Isoé, qu'est-ce que ça veut dire qu'une équation différentielle ou une équation aux dérivées partielles est linéaire? Je sais pas trop. Si je vous dis, par exemple, y' plus xy égale sinus x en maths. Bon, n'écrivez pas ce que je suis en train d'écrire, ça c'est que des maths. Est-ce que ça c'est une équation différentielle linéaire? J'aurais dit non, mais j'en sais rien en fait. Alors si, c'est une équation différentielle linéaire parce que vous avez les fonctions qui sont... moi j'ai fait comme en maths, donc y c'est la fonction y, hein. Vous aviez compris que y c'était la fonction. Oui. Bon, donc vous avez dans cette équation différentielle, vous avez y, vous avez y', mais vous n'avez pas y au carré. Par exemple, si je rajoute x, y carré, là, ça n'est plus une équation différentielle linéaire. Bon. Okay. Alors là, cette équation, elle est pas, je ne dis pas qu'elle est évidente. Hein. Il faudrait faut trouver l'équation. Bon, vous savez peut-être faire, hein, trouver l'équation homogène d'abord. Ensuite, vous avez peut-être vu la méthode de variation de la constante pour résoudre l'équation complète. Bon, théoriquement, vous savez faire, mais peu importe. En tout cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est du fait que l'équation de diffusion, c'est une équation linéaire. Alors, ce n'est pas une équation différentielle, mais on utilise même le même vocabulaire pour les équations aux dérivées partielles. Eh bien, Isoé, quelle est la propriété importante, que ce soit en maths ou en physique, des équations linéaires? Si on a, alors je vous guide, si on a trouvé déjà deux solutions d'une équation différentielle linéaire, qu'est-ce qu'on peut faire? Franchement, je sais pas là. Vous savez pas? Alors, si c'est pas Isoé, qui saurait me dire? On pourrait, par superposition des solutions du coup. Voilà, on peut les superposer. Merci. C'est-à-dire qu'on peut faire la somme de deux solutions, on peut faire même n'importe quelle combinaison linéaire de deux solutions d'une équation différentielle linéaire. Eh bien, ça fait encore une solution. Hein, donc, c'est ce que je veux exploiter maintenant. Donc, l'équation de diffusion est une équation linéaire. Et donc, on peut superposer. Toute superposition, toute combinaison linéaire de solutions est encore une solution. Allez, je l'écris explicitement. Toute combinaison linéaire toute combinaison linéaire de solutions est encore une solution. Voilà. Alors, ça veut dire que, bon, pour l'instant, j'ai trouvé des solutions particulières. J'ai vu que j'en avais déjà une infinité. Bon, ben, je peux les combiner de manière quelconque. La combinaison ou la somme de solutions que j'ai trouvées, c'est encore une solution. Je vais l'écrire. Donc, l'expression suivante est encore solution. Donc, je vais sommer pour p allant de 1 à l'infini les solutions qu'on a écrites sous la forme bêta exponentielle moins d k de t fois sinus de k indice p x. Voilà, ça c'est encore une solution de l'équation aux dérivées partielles, les solutions de l'équation de diffusion. Voilà. Alors, les différentes constantes, comme je dis, je peux faire des combinaisons comme je veux. Hein. Donc, les différentes constantes bêta, elles n'ont pas forcément la même valeur. Hein. Je peux prendre n'importe quel, pour n'importe lequel des termes de cette somme, je peux prendre une valeur de l'amplitude, enfin de bêta différente. Donc, je vais aussi indexer bêta, les différentes constantes qui sont devant. Je les écris bêta indice P, parce que je peux les choisir indépendamment les unes des autres. Voilà. Et c'est avec ça, avec cette somme-là, je vais essayer de respecter la condition initiale. On ne pouvait pas respecter avec une des
avec une des expressions qu'on a établies au-dessus, la bêta exponentielle moins machin fois sinus kx, on ne pouvait pas respecter la condition initiale. Mais maintenant, avec cette somme, on aboutit à quelque chose de plus général. Cette somme-là permet de respecter la condition initiale à condition de bien choisir les coefficients qui restent, à savoir les coefficients bêta et les valeurs de K indice P. Donc, c'est ce que j'écris. Maintenant, donc, condition initiale. Hein, donc, il faut retenir, bon, même si ça sera guidé hein, dans un devoir, dès que vous avez à résoudre l'équation de diffusion en régime variable, eh bien, bon, vous voyez que c'est un petit peu plus compliqué mathématiquement. Hein, le régime stationnaire, donc il n'y a plus qu'une variable d'espace. Là, il y a le temps et l'espace. Donc, quand vous avez à résoudre cette équation de diffusion en régime variable, il y a deux types de conditions. Il y a les conditions aux limites et puis il y a les conditions initiales. Hein, donc, il faut penser à respecter les deux. Et donc, on vous dit ici, ça peut sembler un petit peu bizarre, mais c'est simplement parce que c'est plus simple de voir ça dans un premier temps. On vous dit que la distribution de température initiale de la barre, elle est donnée par cette fonction-là, qui a été choisie un petit peu au hasard. Hein, c'est juste pour donner un exemple. On suppose qu'au début, voilà la température en fonction de l'abscisse x. Voilà, donc c'est 4πx, etc. Je recopie tout ça. Bon, donc ces variables, elles peuvent bien sûr prendre ces températures peuvent prendre des valeurs négatives par endroit, il n'y a pas de problème, puisqu'on écrit toutes les températures en Celsius ici. Bon, donc il ne reste plus qu'à vérifier à quelles conditions la solution générale qu'on vient de trouver au-dessus, à quelles conditions cette solution respecte la condition aux limites. Voilà. Donc, pour ça, on n'a plus qu'à prendre le cas particulier. On fait t égale 0 dans cette expression. Et bon, évidemment, ça se simplifie un petit peu. Alors, Arthur, qu'est-ce que ça donne si je remplace dans la somme que j'ai écrite au-dessus? Si je remplace t par 0, qu'est-ce que ça simplifie? Comment s'écrit la température? Arthur? Ah oui, désolé. Bah, du coup, si on met d égale 0, on a l'exponentielle qui devient 1 du coup. Voilà, c'est ça. Hein, donc, je recopie. Donc, ça nous fait somme des constantes bêta indice P fois 1 fois sinus de Kp fois x. Bon, alors, Arthur, toujours, du coup, vous reconnaissez combien de termes, en fait, dans l'expression que j'ai donnée sur la ligne du dessus, là? Oui, Pardon? On a 3 termes, du coup. Voilà, il y a 3 termes. Hein, c'est-à-dire que les valeurs de Kp, c'est quoi, les 3 valeurs de Kp? 4, 8, 10. Alors, pas tout à fait, c'est Ah non, c'est 4pi, 4pi, pardon, oui. 10pi. 4pi, 10pi. Alors, je vais l'écrire à droite. Donc, les valeurs de Kp possibles, c'est 4pi, 8pi, 10pi, voilà. Les valeurs de P correspondantes, hein, je vous rappelle qu'on a dit tout à l'heure que Kp, c'était P fois pi sur L. Alors, si on veut vraiment les valeurs de P correspondantes, il faut se rappeler de la valeur de L. Je le mets ici. L, c'est égal à 3. Et donc, les valeurs de Kp, on peut K indice P, c'est P fois pi sur 3, en fait. Bon. Et donc, dans le premier cas, par exemple, ça veut dire, Arthur, que P vaut quoi dans le premier cas? 4pi, c'est égal à combien de fois pi sur 3? Du coup, on a P qui est égal à 12. Voilà, c'est 12. Si vous faites pour 8pi, évidemment, ça va être le double, ça va être 24. Et puis pour 10pi, on trouverait 30. Voilà les 3 valeurs de P correspondant à la condition initiale. Hein. Donc on voit que dans cette somme a priori infinie, en fait, on a, dans ce cas-là, en tout cas, on n'a que 3 termes correspondant aux indices 12, 24 et 30. Voilà. Donc, je peux écrire cette somme, voilà, je vais l'écrire en dessous. La solution,
on vient de trouver la solution complète de l'équation de diffusion de la chaleur respectant à la fois les conditions limites et les conditions initiales. C'est T de X et à l'instant T égale. Et donc, bon, les amplitudes bêta, on les lit directement. Par exemple, bêta 12, c'est 5. Ça, c'est bêta indice 12. C'est pour P égale 12. Le 4pi, c'est K12. Voilà, et puis on fait la même chose pour les autres, si vous voulez. Donc, voilà, la première amplitude, c'est 5. 5 exponentielle de moins d fois, qu'est-ce que j'ai mis? C'était k au carré, hein, donc kp au carré. Tiens, j'ai oublié d'en mettre un indice p là-haut. Vous pouvez le rajouter. Hein, dans l'expression de la somme, c'est somme des bêta p exponentielle moins d kp au carré. Voilà. Donc, où est-ce que j'en étais? Oui, je disais que kp pour le premier terme, c'est 4pi. Et donc, c'est moins d fois exponentielle moins d fois 4pi au carré. Moins d fois 4pi au carré, fois le temps, fois sinus de kpx, c'est-à-dire sinus de 4pi x. Bon, alors d d'ailleurs, on a la valeur numérique, hein, si on voulait le représenter dans l'énoncé, d c'est égal à 2, et puis on fait la même chose pour les autres termes. Le deuxième terme, il a une amplitude moins 3, donc ça me fait moins 3 fois exponentielle moins d fois, cette fois c'est K24, qui valait, donc c'est le terme 8pi qui est au carré, 8pi au carré fois t, fois sinus de 8pi x. Voilà. Et puis, le dernier terme, c'est 2 exponentielle moins d facteur de 10pi. 10pi au carré, sinus de 10pi x. Voilà, une expression un petit peu compliquée, enfin un peu longue à écrire, pas compliquée, et c'est facile de vérifier sur cette expression que si t tend vers l'infini, eh bien, toutes ces températures tendent bien vers 0, c'est-à-dire que comme on s'y attend, la barre va prendre une température uniforme 0 Celsius. On peut vérifier facilement les conditions limites. En x égale à 0, bah, on voit bien de tête, tous les sinus s'annulent, donc la température vaut bien 0 à tout instant t. Et on vérifie facilement également que pour x égale 3 mètres, eh ben, les sinus s'annulent également. Et puis, dernier truc, on vérifie bien quand on fait t égale à 0, dans cette expression, on retombe bien sur la condition initiale. Donc, on a bien résolu notre équation. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Pas de questions? Bon. Ok. Alors, bon, bah, je continue. Alors, donc, deuxième partie de l'exercice, en fait, c'est la question que s'est posée Fourier. Si je prends le cas tout simple où j'ai une barre qui se trouvait à la température initiale d'une pièce, mettons à 25 degrés Celsius, comment évolue la température en tout point de la barre si j'impose certaines conditions aux limites à partir de l'instant 0. Voilà. Donc, je fais l'hypothèse qu'à l'instant 0, la température vaut 25 en tout point d'abscisse x quelconque. Bon, sauf bien sûr en x égale à 0 et x égale à grand L. Alors, évidemment, on ne va pas tout refaire, on ne va pas repartir de l'équation de la diffusion, puisque l'essentiel de ce qu'on a écrit tout à l'heure, ça reste vrai, hein, jusqu'à ce qu'on utilise la condition initiale. Donc, cette température de 25 degrés Celsius, je sais que ça doit représenter la valeur à l'instant 0
de la solution générale qu'on a obtenue, à savoir la somme pour p allant de 1 à l'infini de bêta p exponentielle moins machin, etc. Donc, je peux écrire que c'est la somme. Ça doit être la somme. Pour p allant de 1 à l'infini, donc de bêta p fois, à l'instant 0, l'exponentielle vaut 1, donc fois sinus k indice p x, voilà, avec bien sûr k indice p égale p fois pi sur L. Hein, je peux l'écrire explicitement, donc je le réécris, ça fait somme de p égale 1 à l'infini de une certaine constante bêta indice p à déterminer que multiplie sinus de p fois pi sur Lx. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Alors, quand il n'y a pas de questions, je m'inquiète. Est-ce que vous m'entendez encore? Oui, on vous entend. Oui. Ok, d'accord. Bon. Allez-y, hein, s'il y a un truc. Bon, alors, je cherche donc, je veux que, quel que soit x, cette égalité soit vraie. Hein. Donc, comme je veux que ce soit vrai, moi, je mets un point d'exclamation. Ça, c'est pas une notation de maths ni de physique. Hein. C'est moi, c'est moi, pour me rappeler ce que je fais, quand je mets un point d'exclamation, ça veut dire j'aimerais bien que ce soit vrai. Et après, donc, je cherche à identifier les coefficients pour que ce soit OK. Bon. Donc, le calcul de ces coefficients, en fait, ça, c'est l'idée de Fourier. Hein. Si je vous posais la question comme ça, sans aucune connaissance en maths, ça serait assez difficile. Mais donc, on va réutiliser la méthode de Fourier que M. Schneider vous a présentée déjà dans un polycopier d'électricité de première année, et que moi, je vous ai représenté dans un polycopier sur les ondes mécaniques. Je vous ai démontré les formules qui permettent d'obtenir ces fameux coefficients de Fourier. Et là, en l'occurrence, ce sont les bêtas. Et alors, vous n'avez pas à les connaître par cœur, d'autant que vous n'avez toujours pas fait ça en mathématiques. Et pour certains d'entre vous, bon, vous ne le ferez pas, même pas en deuxième année. Hein, c'est ceux qui vont faire des maths en S4 qui vont voir les séries de Fourier. Donc, si je vous demande quelque chose comme ça en DS, évidemment, je rappellerai les formules des séries de Fourier. Alors, pour faire ça, je vais écrire, moi, je vais écrire simplement la température donc à l'instant 0. Je vais la réécrire de manière un tout petit peu différente pour faire apparaître la périodicité de la fonction. Donc j'écris que c'est toujours somme pour p allant de 1 à l'infini de bêta indice p fois sinus de... Alors au lieu d'écrire p fois pi, je vais écrire p fois 2pi fois x sur 2L. Alors pourquoi je fais ça? C'est pour que vous voyez tous la périodicité de la fonction. Alors, je ne sais pas si ça vous semble plus simple ou pas. Léa, qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est la période, si je prends par exemple p égale 1, dans cette... Tiens, qu'est-ce que j'ai fait? Hop, voilà. Si vous faites p égale 1 dans cette expression, exemple, je prends p égale 1, j'ai donc dans cette somme, j'ai sinus de 2pi fois x sur 2L. Ma question, c'est quelle est la période de ce sinus? J'aurais dit 2pi, mais je suis pas sûre. Alors non, c'est pas 2pi. La période du sinus, c'est 2pi. Mais la variable ici, c'est, si vous voulez, la fonction. Je peux l'appeler f de x pour vous rassurer, pour vous montrer que c'est juste les mathématiques, quoi. C'est f de x égale sinus de tout ça. Je l'écris un peu mieux. Alors, je vous laisse réfléchir. Allez, je vous laisse réfléchir 30 secondes. Enfin, vous me dites quand vous l'avez. La question, c'est, j'ai une fonction qui s'appelle f de x, c'est sinus de 2pi fois x sur 2L, et je vous demande quelle est la période.
Est-ce que ce serait pas pi sur L? Non plus. Bah, je sais pas. Alors, c'est pour ça que je vous dis, on n'est pas à question pour un champion, vous n'avez pas à dire la réponse à toute vitesse. Je vous laisse 30 secondes. Si vous êtes en devoir face à ça, je vous demande quelle est la période, vous prenez 30 secondes et vous me dites. Franchement, là, je sais pas, je vois pas. Bon, alors je vous aide un petit peu. Si x augmente de 2L, de combien augmente l'argument du sinus? J'écris en dessous. Si x augmente de 2L, si x augmente de 2L, alors x sur 2L augmente de combien? De... Alors, qu'est-ce que ça veut dire x augmente de 2L? Ça veut dire que je pose x' égale x plus 2L. Et la question, c'est x' sur 2L, c'est égal à quoi? Regardez juste l'égalité en vert, là, ce que j'ai écrit. X', Oui. x' égale x sur 2L. Donc x' sur 2L égale, dictez-moi. X plus 2L sur 2L. X sur 2L. Plus 1. Plus 1. Donc, x sur 2L, regardez la ligne juste au-dessus, x sur 2L, il a augmenté de 1. Et voilà, il a augmenté de Ok. 1. Autrement dit, l'argument du sinus 2pi fois x sur 2L, il augmente de combien? De 2pi. Non. Il augmente de 2pi, oui, exactement, c'est 1 fois 2pi. Autrement dit, le sinus, qu'est-ce qu'on peut dire quand x augmente de 2L, le sinus, ou la fonction f de x, elle augmente de combien? Est-ce qu'elle augmente? Qu'est-ce qu'elle fait? Bah, elle augmente. Oui. Si l'argument du sinus varie de 2pi, vous prenez n'importe quel nombre a, sinus de a plus 2pi, ça fait combien? Bah, ça fait... Ah oui, du coup, il augmente pas. Voilà, autrement dit, on a trouvé la période, on a trouvé en tout cas une période de cette fonction, et c'est facile de montrer que c'est la plus petite. Donc voilà, ici, la période de cette fonction, période x égale 2L. Donc, vous pouvez retenir, puisque c'est pas, hein, vous n'avez pas l'habitude, visiblement, de trouver rapidement les périodes de ces fonctions sinus ou cosinus. Donc, la recette, écrivez quand vous avez un truc du type, allez, je mets un autre exemple, là, si vous avez cosinus de ax, quelle est la période de cette fonction? Ben, il suffit d'écrire que c'est cosinus de 2pi fois x sur la période, que je vais appeler lambda, mettons, et après, vous avez juste à identifier A et 2pi sur lambda. Voilà, la période lambda, c'est donné par A égale 2pi sur lambda, c'est-à-dire lambda égale 2pi sur A. Voilà. Bon, je ne sais pas si, j'espère que ça, vous avez compris ça, hein. Sinon, il y a une autre façon de voir les choses. Quand on a une oscillation dans le temps, on écrit ça cosinus oméga t au lieu de cos ax. J'écris cosinus de oméga t. Bon, et ben, dans ce cas-là, comment est-ce qu'on a la période de cosinus oméga t? Est-ce que vous le connaissez par cœur, Léa? Quand j'écris cosinus oméga t, le oméga, ça s'appelle comment? C'est-à-dire le oméga. En physique, que ce soit en mécanique, en électricité, comment s'appelle oméga quand on écrit l'expression cosinus oméga t? C'est la variable. Ça s'appelle la pulsation. Oui, je sais, j'ai eu un trou là. Bon, et quelle est l'expression de la période en fonction de la pulsation? Ou l'expression de la pulsation en fonction de la période, hein, comme vous voulez. Oméga sur 2pi. Voilà.
hein. Donc, pardon, c'est l'inverse. Hein, je dis voilà, c'est 2pi sur oméga. Vous avez oméga égale 2pi sur t, ou t égale 2pi sur oméga. Bon, bah, ça correspond exactement à la même formule qu'au-dessus, mais pour les variables d'espace. Bon, alors, voilà, ça, fin de l'intermède mathématique. Donc, vous avez dans cette somme t de x à l'instance 0, vous avez une somme de termes qui ont chacun des périodes différentes, mais la plus grande période, c'est la période commune, c'est 2L. Donc, cette fonction-là, toute cette fonction-là, c'est une fonction périodique de période 2L. L étant la longueur de la barre périodique de période 2L. Voilà. Alors, pourquoi je fais ça? Parce que dans le polycopier sur les séries de Fourier, c'est en regardant quelle est la période de la fonction qu'on peut calculer les coefficients en bêta, hein, qu'on appelle les coefficients de Fourier. Alors, donc cette fonction, déjà, elle est périodique, hein, la fonction que je souligne, là, que j'encadre en vert. C'est une fonction qui est périodique de période 2L. Et puis, d'autre part, on peut dire du point de vue de sa parité, Iman, est-ce qu'on peut dire que c'est une fonction paire, une fonction impaire ou rien? Pardon, est-ce que La vous fonction que j'ai encadrée en vert, est-ce qu'on peut dire que c'est une fonction paire? Est-ce qu'on peut dire que c'est une fonction impaire? bah, comme le sinus c'est une fonction impaire, du coup je dirais que c'est une fonction impaire. Exactement, une somme de fonctions impaires, c'est une fonction impaire. Donc, elle est périodique de période 2L et en plus, elle est impaire. Voilà. Alors, du fait qu'elle est périodique de période 2L et qu'elle est impaire, eh bien, je peux la représenter graphiquement, hein, sur une période. Donc, représentation graphique de cette fonction. Donc, je représente la température en degrés Celsius en ordonnée. Je représente l'abscisse x en mètres en abscisse, hein, x en mètres. Et donc, je vous rappelle que physiquement, la température est définie entre x égale à 0 et x égale 3 mètres. Donc, je m'arrête à 3 mètres. Et je sais que cette température, elle est donnée au départ, c'est la température initiale. Cette température vaut 25 Celsius, entre x égale à 0 et x égale 3 mètres. Ça, c'est la réalité physique. Maintenant, donc, cette fonction, hein, ce que je suis en train de représenter, c'est bien la fonction mathématique t en la température grand T à l'instant 0, quel que soit x. Bon. Alors, maintenant, si on regarde l'expression mathématique que j'ai encadrée en vert, cette expression mathématique, c'est une expression qui est valable quel que soit x. Vous faites x égale à 27, cette fonction, elle est bien définie. Vous faites x égale moins 4, elle est bien définie. Mathématiquement, c'est une fonction impaire et de période 2L. Alors, quand j'ai écrit x égale 3, c'est parce que la barre, elle fait 3 mètres, mais je pourrais mettre ici, au lieu de mettre 3, je pourrais mettre grand L. Alors, fonction impaire, eh ben, je le fais, ça veut dire que sur une période, c'est-à-dire entre moins L et plus L, voilà, l'allure de cette fonction. Ici, on est en moins L. Évidemment, la partie gauche n'a aucune réalité physique. La barre, elle n'existe que entre le point x égale à 0 et le point x égale à grand L. Mais n'empêche que la fonction mathématique que j'ai encadrée en vert, c'est une fonction qui est continue, définie, infiniment dérivable même, sur tous les réels. Voilà. Donc, quand je veux appliquer la recette de Fourier, hein, quand je veux trouver les coefficients de Fourier, eh bien, c'est de cette fonction-là que je parle. Fonction qui est périodique de période 2L, donc c'est ce que j'ai tracé là, c'est un motif élémentaire qui se répète indéfiniment, c'est un motif de longueur 2L, et donc vous avez une partie à 25 degrés et l'autre partie à moins 25.
Alors maintenant, donc, je peux utiliser les fameux coefficients de Fourier qui seront rappelés, puisque c'est pas une interro de maths. Hein. Si je me donne ça, si je donne un exercice qui fait intervenir les coefficients de Fourier, je les donne. Donc, les coefficients de Fourier, ce sont ces constantes bêta, indice P. Les bêta indice P sont les bêta indice P sont les coefficients de Fourier qui sont, dont l'expression est donnée dans le polycopier. Voilà. Alors, cette expression, bah, je la rappelle ici. Et donc, pour ceux qui feront des maths OS4, bah, vous pouvez déjà les apprendre par cœur parce que vous aurez à les connaître. Donc, c'est 2 sur la période. Alors, la période ici, c'est 2L, hein, période. J'intègre donc sur 2 sur 2L et j'intègre sur une période. Alors là, la période, ça va de moins L à L. Hein. Je peux intégrer sur n'importe quelle période. Je pourrais intégrer aussi de 0 à 2L. Hein. Peu importe, ça fait la même chose. Donc, intégrale entre moins L et L de la température que j'ai représentée en bleu, donc T de X à l'instant 0, que multiplie le sinus de 2pi fois X sur 2L. Voilà. Et voilà, j'intègre par rapport à X. Alors, à l'intérieur de cette intégrale, on a 2 fonctions. On a vu que la première, c'est une fonction impaire. Et la deuxième, évidemment, c'est une fonction impaire aussi. Alors, avec tout ça, Mathilde, est-ce que vous pourriez me dire le produit de 2 fonctions impaires, ça fait quoi? Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est un produit pair. Ça fait une fonction paire. Et donc, est-ce que vous connaissez un résultat en calcul intégral? Qu'est-ce qu'on peut dire de l'intégrale entre moins L et L d'une fonction paire? Comment est-ce qu'on pourrait écrire ça autrement? Je sais pas. J'écris à côté intégrale entre moins L et L d'une fonction qui est paire de f de x dx. C'est quoi par rapport à l'intégrale? Oui, 2 fois l'intégrale entre 0 et L. voilà, c'est ça. Hein, ça marche pour les fonctions paires. Et donc, c'est ça que j'utilise maintenant. Donc, bon, je recopie le début, ça fait 2 sur 2L fois 2 fois l'intégrale entre 0 et L. Alors, pourquoi j'intègre entre 0 et L? Parce qu'entre 0 et L, la température, elle est bien connue, c'est 25. Donc, 25 fois, c'est la température physique, hein, la température initiale de la barre, toujours fois le même sinus, sinus de 2pi fois x sur 2L dx. Voilà. Alors, si je veux faire le calcul, après, bon, le L c'est 3 mètres. Hein. Voilà, donc je peux mettre ici, c'est pareil, L c'est 3 mètres, L c'est 3 mètres. Donc, je peux, à partir de là, je peux faire le calcul numérique. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? C'est bon? Bon, Oui, oui. c'est pas plutôt le bêta 1 on calcule. Ici, on prend P égale 1, non? Ah oui, oui, alors si je veux mettre un P quelconque, il faut que je le mette à l'intérieur. Donc, c'est vrai, j'ai oublié bêta P, donc je vais le mettre en couleur ici. Donc, pour bêta indice P, à l'intérieur, il y a sinus de P fois tout ça. Voilà. Bon, alors quand je fais le calcul, je vous épargne le calcul, et si c'était un devoir en physique, c'est pareil, je ne vous embêterai pas avec le calcul explicite, je vous demanderai d'écrire l'intégrale pour voir si vous avez compris comment on calcule en principe. Et puis après, quand c'est un petit peu compliqué, quand on est ingénieur, on ne s'embête pas, on prend, vous savez, il y a des logiciels, Mathematica, MATLAB, enfin peut-être que vous connaissez d'ailleurs, et souvent, ça va quand même plus vite, c'est plus sûr que de le faire à la main. Bon, mais là, c'est pas très compliqué, en fait, si vous le faites, c'est juste une intégration par partie, et
on trouve ce que je suis en train d'écrire, 50 fois 1 moins cosinus de P fois pi. Alors, donc, cosinus de P fois pi, évidemment, ça prend alternativement des valeurs 1 et moins 1, et le tout divisé par P fois pi. Voilà le coefficient bêta indice P. Bon, et ben ça y est, à partir de là, tout est fait, hein, parce que je vous rappelle que la solution générale qu'on avait écrite déjà, c'était une solution de l'équation de diffusion thermique. En plus, c'était une solution qui respectait les conditions limites. Et on a vérifié là avec cette dernière partie que c'est aussi une solution qui respecte la condition initiale. On a établi l'expression des coefficients bêta indice P pour que ce soit le cas. Donc ça y est, tout est réglé. Et la solution mathématique, c'est donc, en rassemblant les morceaux, elle s'écrit donc comme la somme pour P allant de 1 à l'infini de ce terme bêta P. Donc je recopie 50 fois 1 moins cosinus de P fois pi, le tout sur P fois pi, que multiplie l'exponentielle de moins... Alors, le coefficient D, c'était 2. Et ensuite, L, c'est 3. Donc, je peux l'écrire comme P carré sur pi carré sur 3 au carré, c'est-à-dire sur 9 fois T, et le tout multiplié par sinus de K indice P, qui est P fois pi sur L, P fois pi sur 3, fois X. Voilà, donc une expression un peu compliquée, d'accord, mais qui est facile à représenter à l'ordinateur. Est-ce qu'il y a une question là-dessus? Oui, mais c'est en fait, la période va changer si on prend P différent de 1. Par Oui, exemple, mais alors, 2L. oui, tout à fait, mais la période de l'ensemble, c'est-à-dire si vous prenez P égale 2, la période, c'est plus, L, 2L, c'est L, mais vous avez une période commune à toutes ces fonctions. Donc, quand je parle de la période, quand je dis que la période, c'est 2L, c'est la période de l'ensemble des fonctions. C'est la période de la fonction somme. du coup, c'est la période la plus grande, du coup. Voilà, Ok. c'est ça. La période commune, c'est la période la plus grande ici. Ok. Et pour l'intégration, là, on prend la période la plus grande ou... Ah ben, pour l'intégration, en fait, on sait que la somme de tous ces termes, ça doit faire entre x égale à 0 et x égale à grand L, la somme, ça doit faire 25. Hein. Et donc, ah oui, vous, votre question, c'est pour calculer le coefficient. Oui, on prend effectivement la période de la fonction. La période de la fonction qui est écrite au-dessus. Je remonte sur l'écran. Là, voilà. La période de cette fonction que j'encadre en vert, là, je le fais un peu plus fort. Voilà. La période de cette fonction-là, c'est 2L. Ouais. Voilà. Donc, c'est bien ce 2L que j'utilise en dessous. Voilà. Du coup, on prend toujours la période de fonction, la fonction de somme, mais pas chaque Voilà, terme. oui, tout à fait. C'est la somme, c'est la solution totale qui m'intéresse. Hein. Voilà. Ok, merci. Alors, cette expression, on peut la trouver horrible. Bon, d'ailleurs, c'est vrai, hein, elle est horrible, mais c'est facile à programmer sur Excel. Hein. Moi, je ne suis pas un grand programmeur. J'ai représenté ça sur Excel. Alors, je vais essayer de vous le montrer. Si j'arrive à changer l'écran, déjà, il faut que je retrouve où j'ai mis ça sur mon ordinateur. Alors, 10 secondes. Voilà. Alors, bon, je ne sais pas si vous allez voir beaucoup de choses, mais alors, il faut que je passe. Alors, pourquoi il ne me met pas Excel? Ah bah zut. Est-ce que vous voyez mon tableur Excel là?
Oui. Oui, ok. Eh bien, voilà, donc ça, c'est une petite simulation que j'ai faite. En fait, donc j'ai pris un certain nombre de termes dans cette somme, hein. Cette somme, c'est une somme infinie, a priori, mais vous voyez bien que les coefficients correspondants, ils diminuent en 1 sur P, hein, parce que dans le terme bêta indice P, il y a P au dénominateur. Donc, les coefficients de cette somme, les différentes contributions, sont de plus en plus petites. C'est pour ça que je me suis permis de n'en garder qu'un nombre fini. Et en l'occurrence, j'y suis allé jusqu'à 29 termes. Voilà, j'ai calculé les 29 premiers termes de cette somme. Et donc pour différentes abscisses, hein, pour une, je sais pas, en gros une vingtaine d'abscisses, entre x égale à 0 et x égale 3 mètres. Donc bon, c'est assez rébarbatif en soi, mais avec Excel, c'est facile de recopier des formules comme ça. Et donc je fais la somme, et à chaque fois que je clique sur le petit bouton ici, ben, ça va faire avancer le temps. Et donc voilà, d'un pas que j'ai dû régler à l'avance, t égale 0,0125, alors je ne sais plus en quelle unité j'ai mis ça, mais voilà, on voit sur le graphique la température en fonction de l'abscisse x. Donc quand t égale à 0 et t égale 3, vous avez toujours une température nulle, et donc on voit comment évolue la température. Alors ça semble assez raisonnable, hein, donc ça montre simplement qu'on ne s'est pas trompé, et que cette expression horrible qu'on a calculée, ça représente bien la température de la barre au cours du temps. Voilà comment ça évolue. Alors sans ces équations différentielles, on aurait pu calculer juste l'ordre de grandeur du temps que mettrait la barre à refroidir, hein. Donc ça correspondrait à quoi? Grosso modo, on aurait obtenu le temps que met le centre de la barre à diminuer sa température de moitié, en gros, hein. Voilà, les ordres de grandeur, ils permettent d'avoir ça. C'est ce qu'on pourrait retrouver sur cette simulation. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions là-dessus? Non? Bon, alors je reviens à mon whiteboard. Alors bon, bah, s'il n'y a pas de questions, on va passer à un exercice sur l'équilibre thermique et le facteur de Boltzmann. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut aller chercher dans Arch. C'est tout en bas, en fait. C'est tout en bas sur TH3, hein, dans la partie TD. Vous regardez le dernier TD. Et donc, il y a donc, quelques exercices sur la loi de Boltzmann. Et donc, le premier, il s'appelle spin 3,5. Voilà, je vous laisse le charger et regarder le début. Donc, on a un atome ou un ensemble d'atomes indépendants, ils sont identiques, hein, on a grand N atomes indépendants, et chacun de ces atomes peut prendre un certain nombre discret de niveaux d'énergie. Comme vous le savez, déjà pour les électrons qui sont dans un atome, ils peuvent prendre un ensemble discret de niveaux d'énergie. Alors ici, il y en a 4, hein, puisqu'il y a un seul paramètre, qu'on appelle donc ici le nombre quantique magnétique. C'est l'équivalent du petit m que vous avez vu en atomistique, hein, pour les électrons dans un atome. Et donc, on admet que ce paramètre ne peut prendre que 4 valeurs. Et donc, les niveaux d'énergie, il y en a 4, évidemment, hein. Et donc, je vais les écrire. Donc, E peut prendre la valeur. Donc, si vous faites mz égale moins 3,5,
ça nous fait moins 3,5 de mu bêta. Donc ça, c'est un niveau d'énergie pour un état individuel, hein, donc ES, mais ça peut prendre aussi la valeur moins 1,5, donc moins 1,5 de mu bêta, 1,5 de mu bêta, de mu B, attendez, mu B, pas mu bêta. Voilà. B et 3,5 de mu B. Voilà, les 4 niveaux d'énergie possibles. Pour un atome. Voilà. Alors à partir de ça, on nous demande de calculer la fonction de partition, Z, qu'on appelle aussi somme d'état, pour un atome. Alors il suffit d'appliquer la définition, fonction de partition. Donc je vous avais dit dans le cours, on avait commencé à l'utiliser, mais je vous avais dit qu'à partir de Z, en principe, on peut calculer toutes les valeurs des grandeurs thermodynamiques à l'équilibre. Alors, on y va. Qu'est-ce que c'est que Z par définition? Eh bien, Anne, qu'est-ce que c'est Z? Vous pouvez retrouver dans votre cours. Jeanne, est-ce que vous m'entendez? En fait, Alors, j'ai entendu un petit bout de phrase, mais j'ai pas compris. Vous m'entendez, Jeanne? ah oui, pardon. Vous pouvez prendre votre cours, hein, vous regardez, comme ça, au moins, ça vous oblige à vous y retrouver dans le cours. C'est ce qu'on a fait en tout dernier. Hein. Qu'est-ce que j'ai appelé Z? Jeanne, vous êtes toujours là? Ah oui, je Oui. cherche. Pardon. Bon, allez, je vous le donne, hein, c'est vraiment juste ce qu'on a écrit à la fin. Hein, donc, somme d'états, c'est la somme sur tous les états possibles. Donc, j'indexe avec un indice S de exponentielle moins bêta. Je vous rappelle que bêta, c'est 1 sur kT. Ce n'est pas ma notation à moi, c'est la notation de tous les livres de thermodynamique, fois l'énergie dans cet état-là. Voilà. Alors, on applique ça et c'est Jeanne qui me dicte du coup ce que ça fait. Ça fait la somme d'exponence. Regardez, quand on prend le dernier terme, la dernière valeur possible de l'énergie, c'est 3,5 de mu B. Bon, donc le terme correspondant dans la somme, c'est quoi? Donc, C'est, ça fait exponentielle de moins bêta 3,5 de... Ben voilà, exponentielle de moins bêta fois 3,5 de mu B. Est-ce qu'il y a un truc, est-ce que vous comprenez ça ou pas? Non, oui, je comprenais pas ce que vous vouliez. Enfin, Bon, alors si on prend les termes un par un depuis la droite, là, les termes du dessus, si on passe à donc 1,5 de mu B, qu'est-ce que ça fait? Puis dictez-moi la suite alors. ça fait E de moins 1,5 mu B, bêta. Voilà, enfin bêta. Ouais, et ensuite, Ensuite, plus E moins bêta plus bêta oui, 1,5 de... voilà, c'est ça. Et puis le dernier, Et puis le dernier, c'est un plus aussi 3,5 de mu B, bêta. voilà.
Ok. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on appelle la somme d'états. Alors, souvent, en physique statistique, hein, c'est le domaine de la physique qui fait le lien entre le microscopique et le macroscopique. Le plus difficile, c'est de calculer la somme d'états, cette somme Z. Bon, ici, c'est relativement simple parce qu'on a 4 états et puis les niveaux d'énergie, on les a déjà calculés, hein. Donc, la difficulté dans la vraie vie, hein, quand on doit traiter un nouveau problème, c'est de calculer les niveaux d'énergie pour calculer la somme d'états. Sachant qu'en général, il y a un nombre très, très grand d'états possibles, hein. Et donc, bon, bah, ça fait intervenir déjà, calculer les niveaux d'énergie, ça fait intervenir de la mécanique quantique, hein. C'est ça la petite difficulté. Alors maintenant, on vous donne les niveaux d'énergie, donc on a la somme d'états, et on vous dit dans l'énoncé qu'il faudrait arriver à transformer cette somme sous la forme d'un rapport de 2 sinus hyperboliques. Alors, comme en soi, c'est pas, si je vous dis juste ça, c'est assez costaud, je donne un petit indice, je dis essayez d'écrire cette somme d'états, Z, comme essayer de voir que c'est la somme d'une suite géométrique. Et bon, si c'est la somme d'une suite géométrique, il faut trouver la raison de cette suite. Alors, voilà, qui est-ce que j'ai pas demandé là? Clara, je ne vous ai pas posé de question aujourd'hui. Quelle est la raison de cette suite? Clara, est-ce que vous m'entendez? Non? Elle est partie, Clara, elle en avait marre? Bon. Alors, sinon, Adrien, est-ce que vous voyez quelle est la raison de cette... est-ce que vous reconnaissez une suite géométrique et est-ce que vous voyez quelle est la raison de cette suite? Bah, c'est exponentielle mu b. Voilà, tout simplement. Non, exponentielle de 1 demi de mu b, non? On peut mettre même le 1 demi. Non, non, c'est alors exponentielle. Il manquait le bêta, mais sinon, c'est bien exponentielle bêta mu b. Oui, bêta, Hein? ouais. Donc, c'est-à-dire que pour passer du premier terme au suivant, c'est pour ça que je l'ai écrit dans ce sens-là, il suffit de multiplier par exponentielle. Alors, on ne voit rien avec ce stylo, je l'écris en bleu foncé. Il suffit de multiplier par exponentielle de bêta mu b. Et puis, pareil pour les termes suivants, hein, c'est fois exponentielle bêta mu b. Voilà, c'est pour ça que je l'ai écrit dans l'ordre. Bon, et donc, c'est une suite géométrique. Alors, est-ce que vous vous rappelez comment on somme ça? Bah, une suite géométrique, c'est premier terme fois 1 moins la raison puissance n sur 1 moins la raison. Ok, alors j'écris le premier terme, c'est ça, exponentielle moins bêta fois 3,5 de mu b. Donc vous disiez fois quoi? 1 moins la raison fois le nombre de termes. Donc fois 1 moins du coup exponentielle de bêta mu b puissance 4. Enfin fois 4. Oui, ça revient au même. Sur du coup 1 moins exponentielle bêta mu b. Ok, c'est ça. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Alors, est-ce que Clara a retrouvé la voie ou pas? Alors, Je crois qu'elle a écrit quelque chose dans la conversation, si jamais. Ah, d'accord. Alors, je suis toujours pas très fort en Teams. Est-ce qu'on peut afficher en même temps la conversation et les noms? Attendez. Je sais plus comment on fait pour avoir la conversation là en même temps. Bon, alors elle doit dire que afficher la conversation. Ah oui, on peut pas avoir les deux en même temps, c'est embêtant ça. Ouais, ok, donc oui, son micro ne marche pas, effectivement. Alors, bon, alors, je sais pas, j'ai demandé à Mélanie. Qu'est-ce qu'on peut faire avec l'expression qu'on a obtenue là pour la transformer en sinus hyperbolique? Est-ce que Mélanie, vous pouvez me rappeler ce que c'est qu'un sinus hyperbolique? Si je vous demande là par exemple sinus hyperbolique de x, c'est quoi la définition? C'est exponentielle de
x, je sais plus si c'est un moins ou un plus, exponentielle moins x sur 2. Alors, moins exponentielle de moins x, et ça ressemble en fait au sinus. Si vous vous rappelez, avec les complexes, hein, sinus x et exponentielle ix moins exponentielle moins ix, bah là c'est pareil. Oui, Et c'est sur 2. Voilà, là c'est sur 2. Effectivement. Bon, donc il faudrait se ramener à quelque chose comme ça, hein, parce qu'on vous dit, là, l'énoncé vous guide. Il faudrait trouver que c'est un rapport de sinus hyperbolique 2 alpha sur le reste, avec alpha égale bêta mu b. Alors déjà, on peut un petit peu simplifier, puisqu'on voit que dans le résultat, il y a un alpha. Pendant que vous réfléchissez tous, je transforme juste, je simplifie un petit peu, je remplace partout bêta mu b par alpha. Donc pour l'instant, ça fait déjà exponentielle moins 3,5 de alpha, facteur de 1 moins exponentielle 4 alpha sur 1 moins exponentielle alpha. Voilà. Et donc, il faudra arriver à faire apparaître des sinus hyperboliques à partir de cette expression. Voilà, donc je vous laisse réfléchir. Alors, je vous laisse réfléchir, mais c'est l'heure ou quoi? Attendez. Oui, c'est l'heure, d'accord. Bon, donc je vais vous laisser réfléchir à partir de là, hein, pour la prochaine fois, quoi. Hein. Est-ce qu'il y a des questions, sinon, sur ce qu'on a fait dans ce TD? Pas de questions? Alors, soit vous avez tous parfaitement compris, soit vous êtes trop fatigués pour poser une question. Je ne sais pas dire. Bon, alors normalement, je vais mettre la vidéo en ligne, hein, donc avec le lien sur Arch. Pas de questions, donc? Bon, eh ben, écoutez, alors, bon après-midi, bonne continuation. À la prochaine fois. Au revoir. Au revoir. Au revoir.